Imaginez un pays qui sort de la guerre la plus dévastatrice de son histoire, dont les usines sont en ruine, dont les ingénieurs ont été dispersés aux quatre vents et dont l'armée blindée dépend entièrement de chars étrangers livrés par un allié d'outre-Atlantique. Ce pays, c'est la France. Et cette situation humiliante va pousser ses militaires et ses ingénieurs à prendre une décision audacieuse qui va choquer leurs propres partenaires au sein de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Nous sommes au début des années 50 et la France tente désespérément de reconstruire sa puissance blindée. La Seconde Guerre mondiale a laissé l'industrie militaire française dans un état catastrophique. Les grands arsenaux qui fabriquaient autrefois des chars comme le Renault ont été bombardés, pillés ou simplement laissés à l'abandon pendant les années d'occupation allemande. Les bureaux d'études ont perdu une partie de leurs meilleurs éléments et le savoir-faire technique accumulé avant la guerre s'est en grande partie évaporé dans le chaos de la défaite de 1940 et des années noires qui ont suivi. Pour combler ce vide criant, l'armée française se retrouve contrainte d'accepter des chars américains dans le cadre du programme d'aide militaire mutuelle. Ce sont des M47 Patton qui arrivent par convoi entier, des machines robustes et éprouvées, mais qui ne sont pas françaises. Pour un pays qui a toujours tenu à son indépendance stratégique, cette dépendance est difficile à avaler. Pendant ce temps, le seul blindé véritablement français en service est l'AMX-13, un engin léger de reconnaissance qui pèse à peine 13 tonnes et qui n'a absolument rien d'un char de combat principal. Il est rapide, il est malin, mais il ne peut en aucun cas affronter les blindés soviétiques qui se massent de l'autre côté du rideau de fer en quantité de plus en plus inquiétante. Les ingénieurs français tentent bien de développer un char moyen plus puissant, désigné AMX-50. Ce projet ambitieux devait donner à la France un véritable char de bataille, capable de rivaliser avec les meilleurs véhicules blindés du monde occidental. Mais les problèmes s'accumulent très rapidement. La conception se heurte à des difficultés techniques majeures, les coûts explosent, et la logistique nécessaire pour produire un tel engin en série dépasse les capacités d'une industrie encore convalescente. Le projet AMX-50 est finalement abandonné, laissant la France sans aucune perspective nationale crédible en matière de chars lourds. C'est dans ce contexte de frustration et d'urgence stratégique que naît une idée qui va changer la donne. En 1956, la France, la République fédérale d'Allemagne et l'Italie décident de lancer un programme conjoint pour développer un char de combat européen standardisé. Le projet reçoit le nom d'Europa Panzer, et son ambition est immense. Il s'agit de concevoir un véhicule blindé de 30 tonnes, doté d'une mobilité supérieure et d'une puissance de feu capable de contrer la menace grandissante des chars soviétiques qui se multiplient dans les pays du pacte de Varsovie. L'idée est séduisante sur le papier, car un char unique pour plusieurs armées de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord permettrait de réduire considérablement les coûts de production et de simplifier la logistique en temps de guerre. La firme française Atelier de construction d'Issy-les-Moulineaux, connue sous le sigle AMX, et la firme ouest-allemande Porsche se lancent alors dans le développement de prototypes concurrents. Les deux équipes travaillent avec acharnement, chacune convaincue que sa vision du char idéal est la bonne. Mais très vite, les divergences stratégiques et politiques commencent à empoisonner la coopération. Le premier point de friction concerne l'armement principal. Les ingénieurs français insistent pour équiper le futur char de leur canon rayé de 105 mm, le CN-105F1, une pièce développée en interne dont ils sont particulièrement fiers. De l'autre côté du Rhin, les Allemands de l'Ouest préfèrent adopter le canon britannique L7, une arme de 105 mm qui a déjà été standardisée par l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et qui équipe de nombreux blindés occidentaux. Ce désaccord sur le canon est bien plus qu'une simple querelle technique, car il touche à la fierté industrielle et à la souveraineté de chaque pays en matière de défense. Le deuxième sujet de discorde porte sur la motorisation. La France veut un moteur diesel polycarburant capable de fonctionner avec différents types de combustibles disponibles sur un champ de bataille, ce qui offrirait une flexibilité logistique considérable en cas de conflit prolongé. L'Allemagne de l'Ouest, de son côté, privilégie un moteur à essence, une technologie dans laquelle ses propres industriels excellent depuis des décennies. Les réunions entre les délégations françaises et allemandes deviennent de plus en plus tendues, chaque camp refusant de céder sur ses points fondamentaux.
Mais le coup de grâce vient de la politique. Sous la présidence du général Charles de Gaulle, la France commence à prendre ses distances avec la structure militaire intégrée de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. De Gaulle veut une France indépendante, maîtresse de sa propre défense, et cette vision entre en collision directe avec le principe même d'un char européen commun. En 1963, l'Allemagne de l'Ouest se retire officiellement du programme Europa Panzer, mettant un terme définitif à ce rêve de coopération blindée européenne. Les Allemands partent développer leur propre machine, qui deviendra le magnifique Léopard 1, tandis que la France se retrouve seule face à un défi colossal, celui de créer de toutes pièces un char de combat principal entièrement national. Et c'est exactement ce que les Français vont faire. Dès 1960, le premier prototype de ce qui deviendra l'AMX-30 sort des ateliers. Les ingénieurs français travaillent avec une détermination féroce, perfectionnant le design année après année, testant chaque composant dans les conditions les plus rudes, ajustant la tourelle, le châssis, le système de tir et la motorisation, jusqu'à obtenir un résultat qui les satisfait pleinement. En 1966, l'AMX-30 est officiellement adopté par l'armée française, marquant un tournant décisif dans la stratégie blindée de la France et prouvant au monde entier que ce pays est capable de concevoir et de produire son propre char de combat principal sans l'aide de personne. Les ingénieurs français qui ont conçu l'AMX-30 ont fait un pari que beaucoup de leurs homologues occidentaux considéraient comme de la pure folie. À une époque où les grandes puissances militaires empilaient des couches de blindage toujours plus épaisses sur leurs chars, la France a décidé de prendre le chemin exactement inverse, en partant d'un constat brutal qui circulait dans les cercles militaires depuis la fin des années 50. Les munitions anti-chars à charge creuse et les missiles guidés avaient atteint un tel niveau de perfectionnement qu'aucune épaisseur d'acier raisonnable ne pouvait garantir la survie d'un équipage face à un tir direct bien placé. Plutôt que de s'engager dans une course au blindage jugée perdue d'avance, les stratèges français ont choisi de miser sur deux atouts radicalement différents, la vitesse et la puissance de feu. Le résultat de cette philosophie est un char qui ne pèse que 36 tonnes, ce qui en fait l'un des plus légers de sa catégorie dans tout le monde occidental. Pour donner une idée de l'écart, le M60 américain affiche 50 tonnes sur la balance, le Chieftain britannique frôle les 55 tonnes, et même le Léopard 1 allemand, pourtant réputé pour sa légèreté relative, atteint 42 tonnes. Cette différence de masse considérable permet à l'AMFA-30 d'atteindre une vitesse maximale de 65 km/h sur route, ce qui en fait l'un des chars les plus rapides de toute l'organisation du traité de l'Atlantique Nord à cette époque. Mais cette légèreté a un prix terrible. La plaque frontale de la caisse ne mesure que 50 mm d'épaisseur, et le blindage maximal de la tourelle ne dépasse pas 80 mm. Ces chiffres sont si faibles que pratiquement n'importe quelle arme anti-char en service dans les années 60 peut percer la MFA-30 sans difficulté. Même les vieux chars soviétiques T-55, pourtant considérés comme dépassés par les standards de cette période, disposent de canons largement suffisants pour détruire un AMX-30 à distance de combat. Les équipages qui servent dans ces chars savent parfaitement qu'ils ne peuvent compter que sur leur rapidité et leur capacité à trouver de bonnes positions de tir pour survivre sur le champ de bataille. C'est du côté du canon principal que l'AMX-30 révèle son génie le plus original. Le CN-105F1, ce fameux canon rayé de 105 mm que les Français avaient refusé d'abandonner lors des négociations du programme Europa Panzer, tire un projectile absolument unique en son genre, baptisé Obus G. Ce munition résout un problème technique qui tourmente les artilleurs depuis des années. Dans un canon rayé classique, les rainures du tube font tourner le projectile sur lui-même pour stabiliser sa trajectoire et améliorer la précision du tir. Or, cette rotation est catastrophique pour les charges creuses, car elle disperse le jet de métal en fusion qui est censé percer le blindage ennemi au moment de l'impact. L'Obus G contourne cette difficulté grâce à une conception ingénieuse où la partie extérieure du projectile tourne avec les rainures du canon, tandis que le noyau intérieur, contenant la charge creuse, reste parfaitement stable et ne subit aucune rotation. Au moment où cet obus frappe sa cible, le jet de métal en fusion conserve toute sa cohérence et sa puissance destructrice, permettant de percer jusqu'à 400 mm de blindage, quelle que soit la distance de tir. En complément du canon principal,
l'AMX-30 dispose d'une arme secondaire qui surprend tous les observateurs militaires étrangers. Là où la quasi-totalité des chars de combat de cette époque montent une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm à côté du canon principal, les Français ont installé un canon automatique de 20 mm modèle F2. Cette pièce peut engager des véhicules légèrement blindés, des hélicoptères volant à basse altitude et même les optiques des chars ennemis, offrant une polyvalence tactique que les autres blindés occidentaux ne possèdent tout simplement pas avec leur simple mitrailleuse. Malgré la brillance de son armement, l'AMX-30 cache sous sa tourelle un défaut qui va hanter ses équipages pendant plus d'une décennie. Le système de conduite de tir des premiers modèles repose sur de simples télémètres optiques, ce qui signifie que le tireur doit estimer manuellement la distance qui le sépare de sa cible avant chaque coup. Dans la pratique, cela revient à demander à un homme stressé, enfermé dans un habitacle bruyant et secoué par les vibrations du moteur, de calculer à l'œil nu si l'ennemi se trouve à 800, 1200 ou 1500 mètres, puis d'ajuster son tir en conséquence. La moindre erreur d'estimation de quelques dizaines de mètres suffit à envoyer l'obus au-dessus ou en dessous de la cible, et dans un duel de chars, rater son premier tir peut être une condamnation à mort. À cette même période, les équipages du M60 américain et du Chieftain britannique disposent déjà de systèmes de conduite de tir nettement plus sophistiqués, avec des calculateurs balistiques qui prennent en compte automatiquement la distance, la vitesse du vent et le mouvement de la cible. L'écart de performance entre ces chars et l'AMX-30 dans le domaine crucial de la précision au premier coup est tout simplement embarrassant pour un véhicule qui se veut un char de combat principal de premier rang au sein de l'Alliance Atlantique. Un autre problème majeur aggrave encore la situation au combat. Le canon du premier modèle ne possède aucun système de stabilisation, ce qui rend le tir en mouvement pratiquement impossible. Chaque fois que l'équipage repère un ennemi, le conducteur doit immobiliser complètement le char avant que le tireur puisse espérer placer un coup précis. Ces précieuses secondes d'arrêt transforment l'AMX-30 en cible fixe, annulant paradoxalement l'avantage de vitesse qui est pourtant censé être sa principale qualité de survie sur le champ de bataille. Et comme si ces lacunes ne suffisaient pas, la boîte de vitesse manuelle qui équipe les premières séries se révèle être un véritable cauchemar mécanique pour les conducteurs. Les passages de rapport exigent une force physique considérable et une coordination précise, ce qui provoque une fatigue intense lors des longues marches tactiques et multiplie les pannes mécaniques à un rythme alarmant. Les ateliers de maintenance de l'armée française sont régulièrement submergés par des AMX-30 immobilisés à cause de transmissions endommagées ou grippées. C'est en 1979 que l'armée française lance enfin la modernisation tant attendue avec la version AMX-30 B2. Cette mise à niveau remplace la transmission manuelle par une boîte semi-automatique SES-MENC 200 qui transforme littéralement l'expérience du conducteur et réduit drastiquement les pannes liées à la chaîne cinématique. Le système de conduite de tir reçoit un télémètre laser et une lunette thermique qui permettent enfin aux équipages de détecter et d'engager des cibles de nuit ou à travers la fumée avec une précision acceptable. Mais pour de nombreux spécialistes militaires, ces améliorations arrivent bien trop tard, car les concurrents occidentaux ont déjà pris une avance considérable dans tous ces domaines. Pendant ce temps, la production bat son plein à l'atelier de construction de Roanne. Depuis le lancement de la fabrication en série en 1966, les chaînes d'assemblage tournent sans relâche, livrant des chars à l'armée française, mais aussi à des clients étrangers séduits par le prix compétitif et la réputation de mobilité du véhicule. L'Arabie Saoudite, le Qatar, la Grèce, l'Espagne et Chypre passent commande, et au milieu des années 80, le compteur dépasse les 1170 exemplaires produits. Le châssis de la MX-30 donne également naissance à toute une famille de véhicules spécialisés, du lanceur de missiles antiaériens Roland au redoutable porteur de missiles nucléaires tactiques Pluton, en passant par l'obusier automoteur AUF-1, qui va connaître sa propre carrière au combat dans un tout autre théâtre d'opération. Pendant un quart de siècle, l'AMX-30 a parcouru les terrains d'entraînement d'Europe sans jamais tirer un seul coup de feu contre un véritable ennemi. Mais en août 1990, lorsque les forces irakiennes envahissent le Koweït et que le monde entier retient son souffle, le char français va enfin connaître l'épreuve du feu dans les sables brûlants du golfe Persique.
La France engage son contingent dans la coalition internationale sous le nom d'opération Daguet, et ce sont des AMX-30B2 qui constituent l'ossature blindée du dispositif français déployé dans le désert saoudien. Les équipages français reçoivent pour mission de couvrir le flanc gauche de la coalition, une zone immense et exposée où les forces irakiennes pourraient tenter une contre-attaque pour déborder le dispositif allié. Lorsque l'offensive terrestre est lancée en février 1991, les AMX-30B2 s'élancent à travers le désert et entrent en contact avec des unités blindées irakiennes équipées de T-55 et de chars type 69, des véhicules issus de la technologie soviétique des années 50 et 60, dont les systèmes optiques et les capacités de tir nocturne sont largement inférieurs à ceux de la version modernisée du char français. Les télémètres laser et les lunettes thermiques installées sur les B2 permettent aux tireurs français de repérer les blindés irakiens bien avant que ces derniers ne puissent détecter la moindre silhouette française dans la poussière du désert. Les engagements se déroulent souvent à des distances où les équipages irakiens tirent pratiquement à l'aveugle, tandis que les Français placent leurs coups avec une précision redoutable. Plusieurs véhicules blindés irakiens sont détruits lors de ces accrochages rapides et violents. Mais même dans ces conditions favorables, les commandants français ne relâchent jamais leur vigilance, car ils connaissent parfaitement la fragilité de leur machine. Chaque engagement est mené selon une tactique de frappe et de décrochage immédiat, les chars tirant depuis des positions préparées avant de se replier à pleine vitesse vers une nouvelle position de tir, sans jamais offrir à l'ennemi une cible statique prolongée. À quelques centaines de kilomètres de là, les forces armées du Qatar jettent également leur propre AMX-30 dans la bataille, et le contexte tactique dans lequel ces chars opèrent est radicalement différent de celui des Français. Les équipages qatariens se retrouvent engagés dans des combats urbains acharnés contre des T-55 et des véhicules de combat d'infanterie BMP-1 irakiens. Dans les rues étroites, où les distances de tir se réduisent à quelques centaines de mètres et où une roquette anti-char peut surgir de n'importe quelle fenêtre, l'avantage de la vitesse de la MX-30 disparaît presque entièrement. Malgré ces conditions extrêmement défavorables, les équipages qatariens parviennent à repousser l'avancée irakienne en détruisant plusieurs véhicules ennemis et en tenant leur position avec une détermination qui force le respect, bien que leurs rangs subissent également des pertes douloureuses. Plus au sud, dans les montagnes arides du Yémen, l'Arabie saoudite déploie ses AMX-30 contre des forces rebelles qui disposent de missiles anti-chars modernes. Dans ce terrain accidenté, où les embuscades sont monnaie courante et où un tireur embusqué avec un missile guidé peut frapper un blindé depuis une crête éloignée, la vulnérabilité du char français devient criante. Les pertes s'accumulent, et les commandants saoudiens finissent par retirer progressivement leurs AMX-30 des zones de combat les plus exposées pour les remplacer par des véhicules mieux protégés. Sur un tout autre théâtre de guerre, le châssis de l'AMX-30 connaît une carrière de feu sous la forme de l'obusier automoteur AUF-1, déployé par l'Irak pendant le conflit contre l'Iran, entre 1980 et 1988. Ces pièces d'artillerie montées sur le châssis du char français délivrent un appui-feu à longue portée contre les vagues de fantassins et les unités blindées iraniennes, prouvant que si la plateforme AMX-30 n'est pas idéale comme char de première ligne, elle reste un châssis fiable et mobile pour d'autres rôles tactiques sur le champ de bataille. Les leçons du Golfe Persique frappent l'état-major français, avec la force d'un obus perforant. Sur le champ de bataille, les équipages ont vu de leurs propres yeux ce que signifie affronter un conflit moderne dans un véhicule dont le blindage appartient à une autre époque. Les rapports qui remontent des unités déployées dans le désert sont unanimes, et le constat est sans appel. Face aux Abrams américains, capables d'encaisser des tirs directs de T-72 irakiens sans que leurs équipages ne soient même blessés, face aux Challenger britanniques dont le blindage composite Chobham arrête pratiquement tout ce que l'ennemi leur envoie, l'AMX-30B2 fait figure de relique fragile, issue d'une philosophie de conception qui a montré ses limites dans le sable et le sang du Koweït. Dans les années 90, les ingénieurs français tentent un dernier effort pour maintenir le char en service opérationnel en développant le kit de surblindage Brennus. Ce package consiste à fixer des briques de blindage réactif explosif sur la caisse et la tourelle de la MX-30. Le principe est redoutablement simple, mais efficace contre certaines menaces. Car lorsqu'un projectile à charge creuse frappe une brique Brennus,
Celle-ci explose vers l'extérieur et disperse le jet de métal en fusion avant qu'il ne puisse percer la coque du char. Cette protection additionnelle améliore considérablement la résistance du véhicule contre les roquettes et les missiles anti-chars de première génération. Mais les spécialistes savent que le Brennus ne peut rien contre les obus-flèches tirés par les canons de 125 mm des chars soviétiques les plus récents, ni contre les missiles anti-chars à double charge creuse qui commencent à se répandre dans les arsenaux du monde entier. Le Brennus est un pansement sur une plaie béante, une tentative honorable de prolonger la vie d'un patient dont le diagnostic vital est déjà engagé. Pendant ce temps, les pays qui ont acheté l'AMX-30 à l'exportation se retrouvent confrontés au même dilemme que la France. L'Espagne développe sa propre variante, baptisée AMX-30E, intégrant des modifications domestiques pour tenter d'adapter le char à ses besoins spécifiques, mais même ces améliorations locales ne parviennent pas à combler le fossé technologique qui se creuse chaque année davantage entre cette machine des années 60 et les blindés de troisième génération qui dominent désormais les champs de bataille. La Grèce, Chypre et les autres opérateurs cherchent des solutions de modernisation auprès de divers fournisseurs étrangers. Mais un par un, ces pays finissent par se résigner à l'évidence et commencent à planifier le remplacement de leurs AMX-30 par des véhicules plus modernes. En France même, la décision de tourner la page est prise avec une détermination qui rappelle celle des années 60. Et cette fois encore, les Français choisissent de faire les choses à leur manière, sans dépendre de personne. Le programme qui doit donner naissance au successeur de la MX-30 aboutit à la création du Leclerc, un char de combat principal de troisième génération doté d'un canon lisse de 120 mm, d'un blindage composite modulaire de dernière génération et d'un système de conduite de tir entièrement numérisé, capable d'engager des cibles en mouvement avec une précision chirurgicale. Le Leclerc est tout ce que l'AMX-30 n'a jamais été en matière de protection, tout en conservant cette obsession française pour la mobilité et la rapidité qui avait défini son prédécesseur depuis le premier jour. Au cours des années 2000, les derniers AMX-30 en service dans l'armée française sont progressivement retirés des unités de combat et remplacés par des Leclerc flambant neufs. Les chars qui ont sillonné les plaines d'Europe centrale pendant la guerre froide, qui ont roulé dans le sable du golfe Persique et qui ont servi sous les drapeaux d'une dizaine de nations, quittent définitivement le service actif, les uns après les autres, jusqu'à ce que plus aucun exemplaire ne figure dans l'ordre de bataille d'une armée opérationnelle. Si cette histoire vous a captivé, si vous avez ressenti la tension des équipages français fonçant dans le désert avec un blindage en papier, si vous voulez découvrir d'autres récits de chars de combat légendaires, alors laissez un commentaire pour me dire quel blindé vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo, appuyez sur le bouton de pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes.